Une introduction à la phénoménologie de l'esprit, partie 6. Raison. Introduction. La raison est d'abord uniquement en soi, ce qui signifie que l'unité est d'abord inconsciente ou mal comprise. Elle ne connaît pas encore son propre contenu. Elle va alors s'envisager naïvement comme une conscience individuelle qui fait face au monde avant que les impasses posées par cette approche ne la poussent à réaliser l'unité du moi et du monde. Réaliser au sens de prendre conscience, mais aussi réaliser au sens de accomplir ou effectuer. Dans cette unité, la conscience individuelle devra admettre progressivement qu'elle est elle-même, dans son essence, cette totalité qui s'exprime à travers elle. Et ce, dans le but unique qui est de passer de la raison en soi, avec toutes les illusions que le moi entretient sur lui-même, à la raison en soi et pour soi, dans laquelle le moi et le monde ne font plus qu'un, lorsqu'est enfin posée et structurée leur unité concrète et effective. Rappelons très brièvement le parcours qui nous a menés jusqu'ici. L'objet du sensible était le ceci, ou l'impossible immédiateté pure. L'objet de la perception était le quoi, ou la chose, qui a échoué à fixer son autonomie, qui n'a pu trouver son essence en elle-même, celle-ci étant toujours renvoyée au tout des choses comme substance unique traversée de mouvements internes. L'objet de l'entendement était alors le comment, soit cette même substance envisagée comme un jeu de force intelligible. L'objet de la conscience de soi était enfin le moi, qui, devenant sujet libre en faisant sien ce jeu des forces, se confronte alors à l'autre moi dans un combat qui est déjà amorce de dialogue. L'objet de la raison est désormais le réel tout entier, qui coïncide parfaitement avec la conscience rationnelle, ou plutôt qui doit réaliser progressivement cette coïncidence, cette identification. On reconnaît dans cette unité du moi et du monde le paradigme de la philosophie idéaliste, et Hegel profite de ce moment pour souligner ceci. D'autres tentatives idéalistes, Kant, Fichte, Schelling, ont posé des versions de l'idéalisme qui conservent une ouverture gênante, une faille. Chez eux, le moi s'explique difficilement l'infinie variété du monde qu'il trouve en lui, et doit alors conserver la possibilité d'un monde extérieur ou d'une chose en soi qui subsisterait, alors que le principe même de l'idéalisme est d'évacuer cette option. Selon Hegel, surajouter une extériorité est un impair et une impasse. D'après lui, il faut nécessairement partir de l'unité déjà posée, la raison, la conscience universelle, qui abrite en elle une contradiction, celle du moi et du monde, contradiction que la raison a pour tâche de résorber. L'idéalisme de Hegel n'est ni subjectif ni objectif, il est une unité en devenir, une unité déjà là, mais qui doit encore se déployer et rendre compte des étapes de ce déploiement. Cette conception de l'idéalisme est alors appelée idéalisme absolu, et ne nie pas les anciennes formes d'idéalisme, mais les intègre à son système qui prétend les dépasser. Toujours dans une perspective idéaliste, soulignons également ce point aussi important que contre-intuitif. L'unité dans la raison du sujet et de l'objet, c'est, pour le dire autrement, l'unité de l'être et de la pensée. Il faut alors comprendre que la raison produit le monde en le pensant.
C'est-à-dire que la réalité est une structure de sens dont chaque élément est le produit d'un savoir, un savoir de perception, d'intellection, déjà accompli, si bien qu'il apparaît alors comme un déjà là. En somme, la réalité est une réalisation qui s'est oubliée, de sorte qu'elle se laisse facilement appréhender, à tort, comme un donné qui préexisterait au travail de la conscience. C'est aussi pour cette raison, à savoir que la conscience universelle produit sa réalité, que Hegel donne un sens particulier et profond au terme comprendre. Comprendre, c'est bien davantage que trouver. Trouver, c'est supposer une vérité déjà là, extérieure, fixe, une vérité donnée qui attendrait d'être découverte par la conscience comme un trésor caché. Or, la conscience rationnelle ne trouve rien. Elle construit activement son propre savoir et, partant, son propre monde. Le savoir n'est plus la conscience subjective qui reçoit le monde, mais le monde qui prend conscience de lui-même, à travers la conscience humaine notamment, et il est ainsi une autoproduction de lui-même. Comprendre, c'est donc parcourir la chose dans le mouvement logique qui la constitue, en cernant les tensions qui la traversent et qui la font être ce qu'elle est. Comprendre, ça n'est plus seulement connaître la chose, c'est l'accompagner dans sa propre auto-explication, c'est se découvrir être soi-même le moteur de ce déploiement de sens. Comprendre, c'est en un mot se reconnaître dans la chose, c'est prendre en soi, c'est élargir la définition du moi jusqu'à y faire coïncider son objet, avant d'y faire coïncider le monde entier. C'est d'ailleurs cette identité du sujet et de son objet qui est le seul critère de vérité, ou plutôt de vérification, de tout savoir rationnel. Apprécions, au passage, l'éloquente et opportune polysémie du terme reconnaissance. Il signifie tour à tour l'exploration, la distinction, l'identification, l'acceptation, la validation, la confession, la gratitude. Notons enfin que la raison, qui n'est d'abord que raison en soi, est alors aussi, en quelque sorte, un oubli de toutes les étapes précédentes, qui devront se rejouer. Parce qu'il s'agit d'un nouveau palier du concept, d'un nouveau sol qui recouvre et masque ses propres fondations, l'aventure doit, en quelque sorte, recommencer. Nous devons partir à nouveau de la naïveté de l'immédiateté. Les aventures de la conscience et de la conscience de soi sont maintenant déjà résolues, en même temps qu'elles devront ressurgir dans de nouvelles formes actualisées, de nouvelles figures, qui correspondent aux enjeux et aux problématiques spécifiques à la raison. Cet oubli est en fait l'enfouissement du savoir dans l'en-soi pour que puisse commencer l'exposition de la raison depuis la position de sa naïveté première. Naïveté que l'on retrouve d'un point de vue empirique ou existentiel. Tout le monde est déjà immédiatement dans la raison, même sans l'avoir fondée conceptuellement, même sans le savoir. Tout ce qui s'y présente, chacun est déjà en train de le vivre, mais d'une façon très confuse où tout est emmêlé. Notre sens commun vit toujours déjà dans la raison, mais il est submergé par la complexité de son contenu qu'il ne sait pas comment aborder. Pour nous, le fameux pour nous du lecteur qui a suivi le chemin depuis la certitude sensible, les choses sont différentes, car la méthode est connue. Nous allons pouvoir entrer dans la raison par la porte désignée par le concept.
La raison est d'abord naïve, abstraite, immédiate, vide. Elle est la raison en soi. Nous allons voir comment elle va non pas découvrir donc, mais produire son propre contenu et le clarifier. Elle va, à travers ses multiples figures, rendre compte de tout ce qui l'habite, selon son propre déroulé logique qu'elle ne connaît pas encore. Afin de rendre plus lisible ce chapitre particulièrement complexe et touffu, présentons dès maintenant un plan général et très simplifié. La raison sera avant tout observante. C'est là l'actualisation dans la raison de la conscience, qui voit initialement le monde comme une réalité objective à étudier. La raison observera le monde, d'abord jugé de manière extérieure, comme dans une démarche scientifique. Ensuite, par l'insuffisance de cette première étape et en actualisation, cette fois, de la conscience de soi, la raison sera agissante, en comprenant que le monde est le produit de sa propre activité, mais ce uniquement dans un renversement qui la fera s'envisager comme une subjectivité unilatérale, exposant alors les derniers écueils de la conscience individuelle. Dans la troisième partie, en synthèse des deux premières, la raison sera enfin effective lorsque, par-delà les limites des deux premières étapes, elle agira en tant que sujet universel total, accédant enfin par là à la vérité de la raison en soi et pour soi. La raison observante. La raison cherche d'abord à rendre compte de ce qui est par l'observation, c'est-à-dire qu'elle porte sur le monde un regard scientifique, extérieur, fixiste. C'est pourquoi d'ailleurs on peut dire ici la nature plutôt que le monde. La raison observe la nature car elle ne sait pas encore qu'il s'agit de comprendre. Notons toutefois qu'observer, c'est déjà plus que sentir ou percevoir. Nous ne sommes plus dans la passivité de la réception, mais dans l'action de l'observation. Cependant, cette action du sujet est seulement ici l'action de connaître. L'action au sens fort ne viendra que plus tard. Observation de la nature ou l'extériorité pure. La raison observante commence avant tout par le travail lent, laborieux de la description, qui ne saisit rien d'universel, car elle se perd dans l'émiettement infini de son objet. Elle s'essaye alors ensuite à la classification, dans l'espoir de réunir l'immense diversité des choses en un nombre d'objets plus raisonnable, ce qui lui permettrait d'embrasser la totalité du monde. Mais la classification pose ses limites quand elle découvre que les différents ensembles sont mouvants et débordent les uns sur les autres, rendant floues toutes les frontières, tandis que des multitudes de cas particuliers qui résistent à la classification fragilisent encore davantage tout le processus. La raison observante s'élève alors à la recherche de lois physiques qui permettraient de saisir l'essence même du mouvement des choses, plutôt que de courir après leurs phénomènes toujours fuyants et changeants. Mais c'est là une approche encore trop extérieure qui envisage ces lois abstraitement comme une seconde réalité statique qui surplombe les choses, qui explique leur mouvement mais sans dévoiler leur sens. On reconnaîtra ici les mêmes écueils que nous avions vus dans la certitude sensible, dans la perception et dans l'entendement, avec un vocabulaire actualisé. La description fait écho à la certitude sensible, la classification à la perception,
et enfin la recherche de lois à l'entendement. L'étude de la nature est ainsi toujours problématique. Les catégories qu'on tente de plaquer sur elle semblent toujours débordées par la vie en mouvement. La nature est un écoulement gratuit, sans début ni fin, et qui n'est jamais épuisé par notre champ de vision. Aucune ressaisie n'est possible de tous ces termes en une unité. Dans la vie, par contre, la conscience observante trouve ce qui lui paraît être un relatif tout dans le tout, clos sur lui-même, qui a du sens par lui-même. C'est donc la vie elle-même que la raison va devoir observer. Le nouvel objet, l'objet privilégié de l'observation de la nature, est donc l'organique ou l'organisme. L'organisme vivant offre donc à l'étude cet avantage. Il présuppose un centre, une unité. Contrairement aux matières inertes, il dispose d'un pour-soi. Il n'est pas mu uniquement par des forces extérieures, il a une relative autonomie. Il contient la réflexion dans l'unité, soit une organisation interne où chaque fonction renvoie à l'ensemble et où l'ensemble se rapporte à lui-même à travers ses parties. Il entretient un rapport réflexif à lui-même ainsi qu'à son environnement. Il n'est pas seulement agi par le monde, il réagit par un élan qui lui est propre, immanent. Au sein de l'organique, la vie en général se décline en espèces, qui elles-mêmes existent à travers des individus. Chaque individu vit alors dans une relation à son environnement qui se fait à double sens, l'action et la réaction, ou plutôt l'action et la réaction étant les termes utilisés pour le jeu des forces, la version actualisée est ici, pour l'organique, la sensibilité, soit la capacité à accueillir et prendre le monde en soi, l'irritabilité, soit la capacité de réagir au monde en sortant de son quant-à-soi initial, auquel Hegel rajoute une synthèse propre à l'organique qui est la reproduction, qui consiste bien sûr à maintenir son être et à perpétuer l'espèce, mais aussi et plus généralement à poser le soi en dehors de soi, à extérioriser le soi, ce qui revient à transformer le monde, le transformer à l'image de soi, ou, mieux encore et plus simplement, à faire le monde sien. Nous ne nous étendrons pas sur les formes de vie non conscientes ou peu conscientes, qui obéissent à de simples stimuli ou à leurs instincts, pour mieux nous concentrer sur l'organisme porteur d'une conscience plus vaste, plus développée, doté d'une liberté plus large, rationnelle, à savoir l'humain. Cet organisme particulier, de par la richesse et l'étendue de sa conscience, est difficile à saisir comme objet, en même temps qu'il est la condition de possibilité de toute saisie. Il est le point de départ du sujet pensant et le point de passage du concept. L'individu vivant est une unité agissante pour elle-même, libre en somme, et qui cherche à se maintenir et à se déployer dans son environnement. Les lois, au sens extérieur que leur donne encore la raison observante, ne peuvent donc pas ramasser en elles l'organique, puisque la liberté est précisément l'acte de nier les lois extérieures. La seule loi qui permet de rendre compte de ce qu'est le vivant est alors sa propre loi, conçue comme étant celle qui totalise l'ensemble de son être, celle de la finalité. L'essence de l'organique est la finalité. Voyons cela. À rebours d'une téléologie extérieure ou supplémentaire, qui impliquerait une quelconque volonté divine, une quelconque chose en soi,
Hegel présente la vie comme étant sa propre finalité ou son propre but. Le but de la vie n'est que la vie et rien d'autre que la vie, et n'a aucune finalité extérieure qu'on viendrait coller ou inventer après coup. Un être organique n'a pas son but dans un coin de sa tête qu'il aurait choisi parmi une liste ou qui lui aurait été implanté d'on ne sait où. Le but est le tout de son être. Même s'il y a parfois un but particulier qui se dessine, le malade veut guérir, le pauvre veut sortir de la pauvreté, etc. Ce ne sont que des buts particuliers et secondaires qui permettent d'affirmer et de réaliser le but général, au risque d'ailleurs de masquer ce dernier. On s'imagine que l'on a une volonté particulière et précise, je veux ceci, alors qu'on ne veut au fond jamais que vivre, mais vivre au sens le plus plein, en satisfaisant au mieux les besoins dictés par notre essence. En ce qui concerne l'humain, cela signifie non pas seulement manger et dormir, mais aussi travailler, aimer, rire, être reconnu, se reproduire, contempler, goûter, sentir, philosopher, voyager, etc. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'humain, jeté sur terre sans mode d'emploi ni préavis, a besoin de développer sa connaissance du monde et de lui-même. Seule sa théorie permet d'éclairer et de guider sa pratique, dans un but qu'il ne connaît pas totalement et qui se dévoile peu à peu. L'humain cherche à identifier son essence, autrement dit, l'essence ne consiste qu'à rejoindre le but, tandis que le but ne consiste qu'à réaliser l'essence. Puisque la finalité ne se révèle que progressivement, elle apparaît naturellement comme une nécessité cachée, nous dit Hegel. On ne saurait trouver la finalité en observant la vie d'un individu X à un instant Y ou Z. Une telle observation empirique donnerait des indications qui sembleraient contingentes ou arbitraires. On ne saurait pas plus étudier de manière exhaustive la vie d'un individu de sa naissance jusqu'à sa mort, sans même parler de la vie de l'espèce, sans même parler du tout du vivant, de l'univers vu comme un organisme total. La finalité n'est donc pas expérimentable. Une telle recherche excède toujours le regard empirique. Et même dans le cas contraire, on aurait encore là une approche simpliste, qui échouerait à rendre compte de la part de volonté interne au vivant. On appauvrirait terriblement l'examen en réduisant le vivant à un déterminisme mécaniste et purement passif, dans lequel l'organisme, dans cette perspective seulement observante, ne serait vu que comme un intérieur qui réagirait, tel un automate, à des stimuli extérieurs. L'organique appelle alors un renversement de perspective. La conscience cherche à saisir le vivant, mais au fond, le vivant, c'est elle-même. La raison observante va alors chercher à observer cette fois la conscience de l'organique. Nous passons donc de l'observation de la nature à l'observation de la conscience de soi. L'enjeu est de chercher les lois intérieures de la conscience pour tenter de trouver le sens du vivant. Observation de la conscience de soi ou l'intériorité pure. La conscience, cette fois introspective, se regarde ici comme cause de soi, comme cause de ses propres pensées, de ses représentations, toujours sur le mode de la seule observation. Mais elle va trouver, ici aussi, essentiellement des limites et des maladresses. Tout comme dans l'observation de la nature, la conscience avait tendance à s'exclure de la démarche,
Elle va ici, au contraire, exclure les objets du monde pour voir ce qu'elle serait sans eux. Or, nous l'avons vu dès le chapitre sur la certitude sensible, le ceci n'est rien sans le moi, et le moi rien sans le ceci. Il en va de même ici. Voyons cela. La conscience, toujours en quête de loi, va d'abord s'en remettre à la logique, qui est l'ensemble des lois de la pensée. Mais la logique pure qu'elle observe n'est que la logique formelle, qui n'a pas encore opéré le saut dans la dialectique, que nous sommes justement en train de suivre, selon le point de vue du pour nous. La raison observante n'y trouve aucun contenu particulier auquel s'identifier, précisément parce qu'elle considère le contenu comme un extérieur à évacuer. L'insuffisance de l'étude des lois de la trop rigide logique formelle pousse alors la conscience à tenter d'établir, au contraire, des lois psychologiques, qui seraient en quelque sorte la logique personnelle, subjective de l'individu. Mais elle retombe alors dans une observation empirique, qui cette fois cherche l'intérieur, mais toujours à partir d'une démarche extérieure et unilatérale. Nouvel échec, puisque la psychologie de chaque individu diffère non seulement d'une personne à l'autre, mais aussi d'un moment à l'autre chez une même personne, chacun étant susceptible d'évoluer. La logique est, si l'on peut dire, le côté objectif de l'intériorité, et la psychologie le côté subjectif de l'intériorité. Mais ces deux démarches viennent d'exposer leurs limites. Dans une dernière tentative, enfin, la raison observante tente une synthèse. Elle cherche à saisir la conscience de l'individu comme une totalité stable. Hélas, le vivant en lui, là également, fait exploser toute fixité, interdit toute tentative d'isoler la conscience de son environnement. Elle est toujours ouverte sur le monde, constamment en interaction avec lui, en interaction avec aussi et surtout les autres consciences, sans lesquelles il n'est pas de reconnaissance possible. Une conscience individuelle est le reflet d'un plus profond rapport entre elle et les autres consciences individuelles, si bien que ce reflet n'explique rien, l'explication véritable étant plutôt dans le rapport. Échec, donc, de l'observation de la nature et échec de l'observation de la conscience de soi. La conscience ne peut se totaliser ni objectivement, ni subjectivement. C'est donc dans une nouvelle tentative de synthèse, plus englobante encore, entre le sujet et l'objet, que la conscience observante avance. Observation du rapport entre l'intériorité et l'extériorité. La conscience trouve d'abord la synthèse la plus immédiate et la plus empirique, celle qui se penche sur le rapport entre le corps et l'esprit. Hegel critique alors longuement la physiognonomie et la phrénologie, ces deux courants scientifiques en vogue à son époque, aujourd'hui totalement discrédités, qui cherchaient pour la première à déduire la personnalité de l'individu à partir des traits de son visage, et pour la seconde à partir des bosses de son crâne. Mais vouloir raccorder ainsi le corps et l'esprit d'une façon aussi directe est une méthode qui n'offre aucun résultat sérieux. Le corps est bien plus que ce que l'esprit peut vouloir en dire, ou même en faire, et l'esprit quant à lui est bien plus que ce que le corps peut exprimer. Le rapport, ou la synthèse, entre le sujet et l'objet est bien plus profond, bien plus vaste et bien plus médiatisé que le rapport direct du corps et de l'esprit. La conscience réalise que c'est alors plutôt par l'action que l'intérieur s'exprime dans l'extérieur, action dans laquelle sujet et objet interagissent et se modifient l'un l'autre en permanence, pour dévoiler la fameuse nécessité cachée, qui révèle le sens de la totalité. L'idée
est ici de dire que l'individu est ce qu'il fait. Mais attention, nous parlons ici de l'observation de l'action et pas de l'action elle-même, qui sera l'objet du chapitre suivant. La raison qui observe l'action tente un jugement extérieur qui va alors présenter la difficulté suivante. L'observation de l'action, dans lequel se joignent un sujet et un objet, exprime à la fois trop et trop peu l'intérieur. Les actes, ou même les paroles de l'individu, peuvent être pris de deux façons, selon deux pôles opposés. On peut considérer le résultat comme étant le vrai, le fait brut, mais alors celui-ci masque l'intention plutôt que de la révéler. L'agent de l'action aura peut-être commis quelque erreur, ou peut-être est-ce son inconscient plutôt que son intention qui se sera exprimé, ou même il aura voulu dissimuler une intention, etc. Ou bien l'on peut considérer au contraire l'intention comme étant le vrai, le point fixe, mais alors le résultat se trouve éclaté en une infinité de conséquences et d'interprétations diverses. L'observation de l'action est ainsi toujours différente de l'action. En somme, l'action comme rapport vivant entre le sujet et l'objet, seulement observé depuis l'extérieur, ouvre tout un champ d'ambiguïté et de détermination floue dans lequel chaque observateur pourra tout justifier ou tout critiquer. Il pourra prêter des intentions, surinterpréter ou sous-interpréter à loisir, et ne voir finalement dans ce théâtre d'ombre que ses propres conjectures et opinions. Concluons maintenant toute cette section sur la raison observante. Nous avons vu les limites de l'approche unilatérale de l'extériorité pure. Nous avons vu les limites de l'approche unilatérale de l'intériorité pure. Nous venons de voir que même l'action qui réunit pourtant le sujet et l'objet, l'intériorité et l'extériorité, de façon bilatérale, ne permet pas à la raison de trouver pleinement son contenu tant qu'elle ne reste que l'observation de l'action. Toutes les questions posées renvoient à d'autres questions. Toutes les pistes mènent à de nouvelles pistes, et la conscience ne se reconnaît toujours pas, elle ne reconnaît que le territoire familier de son vieil ennemi, le mauvais infini. Pour ne pas s'épuiser dans les labyrinthes sans issue de la théorie pure, car c'est ce qu'est au fond la raison observante, la conscience rationnelle doit devenir son objet, elle doit devenir l'action, elle doit devenir la pratique, soit la raison agissante. Hegel a montré ici l'insuffisance de la théorie pure, de la conscience scientifique qui n'est que spectatrice, et aussi celle de la prétention à vouloir expliquer l'homme à partir d'une quelconque philosophie de la nature. Pourquoi cela ? Parce que le monde n'est pas figé, il vit, et la vie déborde toujours le savoir, puisqu'elle en produit un nouveau à chaque instant. Nous avions dit déjà, à la fin du chapitre sur l'entendement, que la conscience était comme condamnée à vivre, à assumer son rôle actif, sa liberté, simplement parce que la nature n'a pas de sens à lui offrir. La nature est un guide aveugle et muet qui marche derrière elle. La liberté, par définition, est son propre guide et sa propre production de sens. La fameuse nécessité cachée n'est en fait pas cachée, elle est en chantier. Si la théorie informe et corrige bel et bien la pratique, elle n'est jamais suffisante. La pratique ne l'attend pas,
et, malgré ses maladresses, elle transforme le monde et informe alors après coup, à son tour, la théorie. Les deux ne formant finalement plus qu'un seul élan, indivisible et vivant, de théorie pratique et de pratique théorique. Nous avions vu comment, à un niveau plus ontologique, dans le chapitre sur la conscience de soi, le savoir s'était révélé être le désir ou le savoir intéressé. Nous retrouvons ici, en écho, en réminiscence dialectique, la même structure. La raison agissante est survenue pour bousculer la raison observante qui s'endormait sur ses cahiers remplis de demi-vérités, déjà passées, déjà fanées. Dans un mouvement de dépassement-conservation, la théorie est devenue la pratique, car celle-ci s'est révélée être l'essence de celle-là. La raison agissante. En dépassement des phases précédentes, purement théoriques, la conscience agissante réalise son essence et donc la découvre aussi au fur et à mesure pour rendre effective l'unité d'elle-même et du monde. Mais à ce stade, elle est encore et tout d'abord la conscience subjective, qui se regarde comme individuelle, et qui envisage alors son action comme une action individuelle. Elle s'incarnera alors en différentes figures, dont la première sera, comme d'habitude, celle de l'immédiateté. La vie éthique. La conscience individuelle ne rentre pas dans le monde à la suite d'une préparation ou d'un quelconque questionnement. Elle est, dès sa naissance, plongée dans un contexte déterminé qui sera le cadre général et premier de ses actions. Elle adhère spontanément à ce cadre sans se poser de questions. Elle est née dans ce bain particulier qui lui paraîtra logiquement à la bonne température. Cette norme sociale qui l'entoure n'est d'abord pas vécue comme telle, mais plutôt comme la simple évidence pré-réflexive, comme l'indiscutable ordre naturel des choses, où les actes de l'individu sont parfaitement conformes à ce qui doit être. C'est ce que Hegel nomme la vie éthique. Cependant, les contradictions de l'ordre social, quels qu'ils soient, ne manqueront pas de survenir et de pousser la conscience, tôt ou tard, vers une remise en question de ce cadre de vie originel. Lorsque l'ordre social se contredit, lorsqu'il laisse entrevoir une injustice quelconque, une absurdité, etc. Quand la confiance est brisée, elle éclate tout entière, et la conscience révoltée cesse entièrement de reconnaître la société comme son essence. On assiste alors, dans ce moment de crise, à la naissance de la moralité subjective ou de la question morale. Puisque la conscience ne croit plus en la société, elle envisage un autre cadre possible. Elle fait dialoguer en elle l'être et le devoir-être, qu'elle vient de voir se détacher l'un de l'autre. Elle cherche une nouvelle cohérence. Le plaisir et la nécessité. Le premier mouvement de la conscience qui commence à remettre en question l'ordre établi est alors une simple négation, abstraite et immédiate, de celui-ci. Elle n'a alors pour seul repère moral qu'un rapport immédiat à elle-même, totalement autocentré. Elle n'est guidée que par ses seules inclinations,
c'est la recherche du plaisir. Le plaisir est à comprendre ici comme étant davantage que la seule jouissance sensuelle. Il est dans un sens plus large l'affirmation brute et unilatérale de la subjectivité individuelle. On pourrait presque dire l'intérêt égoïste. On sent ici l'écho du désir, qui était une condition ontologique plus fondamentale et passive. Le plaisir est l'acte de se lier au monde en ne visant qu'un seul but, l'unité seulement immédiate du moi et du monde. Unité alors pauvre et tautologique, puisque la conscience y fuit l'altérité. Elle n'y cherche que ce qui la conforte et la réconforte, et laisse tout le reste de côté. Elle échange le monde entier, infini, contre la petite partie du monde qui lui sourit. Progressivement, la conscience va découvrir que le plaisir exprime moins sa volonté libre que sa dépendance à des circonstances extérieures, sociales, biologiques, financières, etc. Circonstances auxquelles elle se doit d'obéir afin de renouveler sans cesse le plaisir, ce qui aura tôt fait de retourner sa chère liberté en nécessité. Tout comme le maître n'était pas reconnu par l'esclave, la conscience jouissante qui pensait à servir le monde se révèle n'être qu'une dépendance futile et contingente de celui-ci. Pour dépasser la logique du plaisir qui lui laisse un goût amer de déception, la conscience doit apprendre à dialoguer avec le monde, à l'intégrer dans son action et dans sa vie. Elle doit s'intéresser à la totalité de l'altérité et pas seulement à ce qui la flatte. Elle doit devenir liberté objective, liberté d'agir selon un but qui n'est plus le plaisir, mais le monde lui-même et sa rationalisation. Par cet effort de dépassement, la liberté ne renonce pas à elle-même, mais au contraire, se met à exister réellement. De caprice individuel, elle devient intégration à la société et participation à l'histoire. Elle devient liberté véritable et goûtera à l'avenir des plaisirs plus laborieux, moins éclatants, mais plus nobles et plus subtils, plus durables et satisfaisants. La loi du cœur. La conscience ne cherche plus son plaisir. Maintenant, elle regarde le monde. Mais elle ne le fait d'abord qu'en écoutant sa subjectivité pure, sans médiation. Elle prend littéralement son sentiment personnel pour la raison universelle. Elle dit « Mon plaisir est désormais de vouloir le bien de l'humanité » ou « Mon but est le plaisir de tous ». C'est un élan du cœur, un enthousiasme sincère mais naïf, aveugle à la réalité et sa complexité. La conscience qui se juge bonne et qui réduit son action à cela n'est jamais que la bonne conscience. Aucun bien réel, aucun bien commun ne peut sortir de cette seule attitude, car le monde est composé d'innombrables cœurs qui chantent tous plus fort les uns que les autres, dans des directions et des tonalités différentes, leur amour de l'humanité. La conscience gouvernée par la loi du cœur constate alors que le monde ne se structure pas selon les courbes de son sentiment. Il ne lui obéit pas, à elle qui est pourtant si pure, si bien intentionnée. Elle s'indigne et fulmine, elle accuse le monde de toutes les corruptions, en ignorant sa part de responsabilité, son isolement, sa naïveté. Elle peut aller jusqu'à haïr ce monde qui ne la mérite décidément pas, et qu'elle juge alors méchant et peuplé d'imbéciles.
Hegel donne à cette rage orgueilleuse un nom traduit par fureur du désespoir, folie de l'infatuation ou encore délire de présomption. La conscience qui veut avancer doit dépasser cette immaturité. La vertu est le cours du monde. La conscience devient vertu quand, en plus de renoncer à son plaisir, elle accepte de passer à l'action, la véritable action, qui n'est plus la navrante exhibition de ses bons sentiments, mais l'obéissance à la rationalité universelle. La question du bien et du mal apparaît, mais son contenu reste à déterminer. Ici aussi, la nécessité est cachée et la complexité du réel dépasse la capacité de vision de la conscience vertueuse. La vertu peut agir et influencer le monde, mais d'une manière qui semble toujours insuffisante. Voyons cela. D'abord, rappelons que l'action est ici individuelle. Cela limite évidemment son effectivité, mais aussi sa légitimité. De l'intérêt personnel vient souiller sa prétention à l'universel. De plus, elle se confronte à d'autres consciences vertueuses qui ont d'autres définitions du bien, guidées par d'autres intérêts. Ce qui est le bien pour l'une sera le mal pour l'autre. Elle se veut le dépositaire du bien, mais celui-ci n'est alors qu'une abstraction vague qu'elle brandit devant le monde, alors jugé comme porteur du mal. Ce sans comprendre la nécessité qui l'a amené à être ce qu'il est. Ici, comme à chaque fois, l'immédiateté condamne d'avance la démarche qui, pour devenir sérieuse et effective, devra apprendre à reconnaître et suivre les médiations qu'elle aura d'abord cru pouvoir court-circuiter. Même s'il est un moment du concept nécessaire et tout aussi digne qu'un autre, le bien est une idée sans contenu. Il est une projection abstraite de la vertu qui pose le nom de son but, mais sans en poser la forme, les enjeux, les moyens, les contraintes, les forces en présence, etc. Le bien ne brille pas dans la nuit comme un phare pour nous indiquer la route. Il nous appelle comme le fait l'horizon, dans toutes les directions. La vertu se révèle ainsi incapable de venir à bout du mal. Et d'ailleurs, si elle le pouvait, elle se détruirait elle-même. Elle ne s'en vante pas, la pudeur sûrement, mais elle a besoin du mal pour exister. Elle ne peut pas être une puissance absolue qui annule tout ce qui lui résiste, puisqu'elle doit intégrer cette résistance dans son propre mouvement, ce qui fait de la réalisation du bien un processus jamais achevé. On peut faire un parallèle ici avec le désir, qui ne cherchait pas sa satisfaction, qui signifierait sa mort, mais le mouvement de sa satisfaction. Nous voyons alors la nouvelle figure émerger. Face à la vertu se présente, en somme, un cours du monde, qui fait écho à ce que Hegel appelait l'immuable, et qui, écrasé de sa présence monolithique, la conscience alors dite malheureuse. Le monde a sa propre logique, avec toutes ses contradictions, ses conflits d'intérêts, ses antagonismes. On ne balaie pas, avec la seule force de la vertu, une logique historique, un mode de production, une religion millénaire. On ne précipite pas la chute de Rome avec un essaim d'esclaves révoltés, pas plus qu'on ne l'enraye par des empilements de réformes désespérées. On ne presse pas un siècle qui tarde à accoucher du suivant, pas plus qu'on empêche la diffusion d'une technologie par la distribution d'autocollants. Le cours du monde contredit inlassablement toutes les volontés. Il gagne toujours à la fin, car une disproportion cosmique
du rapport de force joue en sa faveur. Il est éternel. Quoi qu'il arrive, le cours du monde est toujours le cours du monde, alors que la vertu est un effort à réaliser sans cesse par des individus mortels et finis. La vertu s'engage dans le monde, mais voit ses intentions de colibri et ses ambitions prométhéennes réappropriées, récupérées, détournées, ou même broyées par le cours du monde qui a son propre projet. La nécessité. Il est impossible de retrouver les causes et les conséquences exactes d'une action individuelle, celle-ci puisant sa source dans le tout de l'action humaine et produisant un effet qui retourne et se fond à nouveau dans le tout de l'action humaine. Il est alors vain de vouloir discerner le bien du mal dans ce chaos de motifs où tout se mélange avec tout. En revanche, la voie du concept nous permet d'affirmer ceci. La totalité du monde humain est très exactement le fruit de la totalité de l'action humaine. C'est cela le cours du monde. La saisie du tout, une fois encore, nous permet de manipuler le seul objet qui soit totalement fiable et rigoureux. Par opposition, le bon sens et l'entendement, ne comprenant pas la nécessité de s'engager dans ce point de passage du concept, continueront de consulter l'oracle de leur vertu pour que jamais ne cesse la rassurante répartition des réprimandes et des distinctions. Chacun est mécontent du monde, car aucun ne le voit correspondre à sa propre volonté singulière. Toujours est-il que le cours du monde s'imposera toujours comme la seule réalité. Il faut songer à cette idée selon laquelle une révolution qui échoue est une tentative de coup d'État sévèrement punie par le pouvoir en place, alors qu'un coup d'État qui réussit est une révolution qui dictera sa propre légitimité par ce nouvel état des choses qui fera alors autorité. C'est seulement dans un deuxième temps que, avec des critères tout relatifs, la conscience jugera ceci ou cela comme étant juste ou injuste. Mais le monde, avant tout et indéniablement, est ce qu'il est. Aussi convient-il de se garder de cette propension totalement humaine et compréhensible, ainsi que totalement anticonceptuelle, à vouloir donner des leçons de réalité au réel. De plus, si le monde est le mal, alors c'est qu'il est le bien en soi, car le bien que la vertu revendique ne saurait surgir d'une quelconque extériorité qui n'existe pas. La conscience découvre que, tout comme le monde et l'individu sont inséparables, le bien et le mal ne sont pas deux entités qu'on peut désunir par le tranchant de l'épée, mais un seul et même monde traversé par une contradiction dont la forme lui échappe encore. Le cours du monde est à ce stade une unité indivisible, pourtant porteuse de tout ce qui existe de mal, en même temps que de tout ce qui existe de bien. Les deux côtés étant ici inextricablement fondus l'un dans l'autre. La vertu peut s'imaginer altruiste ou égoïste, mais en réalité le cours du monde l'instrumentalise, de sorte que son action n'est jamais pleinement mauvaise ni pleinement bonne. Dans le cours du monde, dans ce tout indivisible de l'action humaine en général, le mal se cache dans le bien, en même temps que le bien dans le mal. Cela ne signifie nullement que tout est égal et que tout se vaut, ou que le bien et le mal sont identiques. Ils existent bel et bien et sont bel et bien l'opposé l'un de l'autre, mais à ce stade précis, ils sont parfaitement indiscernables. Voici donc comment le concept avance
à partir de là. La conscience vertueuse, quoique humiliée et rabaissée par le cours du monde qui la dépasse toujours, accepte de se reconnaître en lui et sort alors grandie de cet effort de maturité. Elle n'est plus une conscience capricieuse qui vit dans le déni ou l'indignation, elle rend hommage au monde comme étant le sérieux et le vrai. Nous disions que le cours du monde est une nouvelle version de l'immuable qui se dressait face à la conscience malheureuse. Ici, la vertu va dépasser le problème de la même manière que l'a fait en son temps la conscience malheureuse. Elle ne va plus lutter contre le cours du monde, considéré à tort comme extérieur et jugé trop hâtivement comme mauvais, mais elle va annuler la différence en se reconnaissant comme étant elle-même le monde. Elle va s'inscrire dans le cours du monde et le reconnaître comme sien. Elle va s'identifier à lui et confesser que dans cette unification, le mal est aussi le fruit de son action et le bien aussi le fruit du cours du monde. Elle va d'abord prendre et accepter le réel comme il est pour mieux le transformer en agissant à partir de lui, par lui et selon ses règles plutôt qu'envers et contre lui. Elle va s'évertuer à identifier les médiations nécessaires parce qu'enfin, elle respecte leur nécessité. Elle doit reconnaître le rationnel déjà à l'œuvre dans le monde et le pousser plus avant. Elle doit identifier le rationnel et le faire vivre à travers elle plutôt que de prétendre le corriger de l'extérieur et selon son cœur. La conscience accepte de perdre son innocence pour devenir efficace. Elle adopte ainsi une manière plus sérieuse d'agir, quitte à revoir à la baisse sa prétention à la pureté et quitte à modérer sa soif de résultats immédiats. À ce prix, et par ce renversement de perspective, elle ne voit plus son action contredite par le réel, mais au contraire exprimée par lui. La conscience n'est plus la vertu qui se pose face au réel, elle est la conscience rationnelle, effective, qui compose avec le réel. Concluons maintenant le chapitre sur la raison agissante. La première grande partie de cet exposé était la raison observante ou la raison scientifique et objective qui ne s'occupait que de connaître. La deuxième était la raison agissante ou la raison qui s'ouvre à la pratique mais seulement subjective. Et nous avons vu que cette subjectivité unilatérale était le lieu qui permet toutes les complaisances. La troisième grande section sera la synthèse des deux premières. La raison y sera totalisante, elle réunira le subjectif et l'objectif, ainsi que la théorie et la pratique, dans une réalité plus complète que jamais, plus difficile à travailler, mais aussi plus sérieuse et effective. Le bien et le mal sont reconnus comme étant des abstractions nécessaires mais insuffisantes, qui sont toujours dépassés par le résultat concret des actions, tel qu'il se révèle dans le cours du monde, ce dernier n'étant alors plus l'ennemi, mais le matériau à travailler. La prétention au bien et le jugement des valeurs, quant à eux, ne peuvent courir éternellement que derrière l'action qui avance sans se retourner. La raison effective ne dit pas ce qui est bien ni ce qui est mal. Elle dit et elle fait, elle sanctionne ce qui est.
La raison effective. La conscience vient de rejoindre le cours du monde. Elle reconnaît en faire partie, elle assume le fait qu'elle n'est pas extérieure à lui et qu'elle ne peut pas se contenter de le juger de l'extérieur. Elle reconnaît le monde comme sien et assume en être responsable. Elle sait qu'extérioriser le mal pour en faire une entité ontologique autre que soi est une complaisance naïve. Il n'y a pas davantage d'extériorité pure ici qu'ailleurs. Nous prenons maintenant de la hauteur et changeons de perspective. Nous ne regardons plus l'action de la conscience individuelle, mais celle de la conscience universelle ou collective. La raison effective est l'action du cours du monde, la vie même du cours du monde en tant que sujet, et à laquelle l'individu participe. Les consciences individuelles sont totalement intégrées dans ce gigantesque et unique flux de vie qui, de son côté, n'est rien d'autre que cet ensemble des consciences individuelles agissantes. Il n'y a ni extériorité, ni aucun facteur tiers qui viendrait d'autre part pour influencer en bien ou en mal ce rapport totalisant entre conscience individuelle et conscience universelle. Le premier moment logique à considérer, celui de l'immédiateté, fait apparaître la conscience universelle effective comme un agrégat de consciences individuelles qui agissent dans des directions différentes, comme une jungle d'intérêts particuliers et antagonistes, un règne animal de l'esprit, comme le nomme Hegel. Ensuite seulement elle tentera de se constituer comme une raison effective réellement rationnelle par l'unification des consciences individuelles. Le règne animal de l'esprit. Même si elle est prête à écouter les besoins du monde et à respecter sa logique, la conscience individuelle a également besoin de se retrouver en lui, d'être reconnue à son tour. Sa morale subjective ou sa loi du cœur continue de parler en elle, en compétition d'ailleurs avec celle de son estomac. Le plaisir continue de la tenter à chaque instant, et sa vertu cherche une manière de s'inscrire dans le monde sans trop se trahir. Chaque conscience individuelle est ainsi tiraillée entre la nécessité de servir le monde et celle, au contraire, de se le soumettre. Chacune est obligée de servir son intérêt tout en prétendant servir l'intérêt général. Et plus le monde lui refuse ce qu'elle cherche, plus elle aura besoin de tromper, de manipuler, d'intriguer, de séduire. C'est une situation illisible, une perversion généralisée, où l'on peine à voir clair jusque dans ses propres intentions ou ses propres résultats. Il ne s'agit pas seulement d'une jungle des actions, mais aussi des interprétations, dans laquelle il est acté que prétendre être le camp du bien est une arme comme une autre, utilisée par tout un chacun. Toutes les hypocrisies sont permises. Celui qui s'est trompé dira qu'on l'a trompé. Celui qui a échoué ou qui n'a rien fait dira qu'il n'a pas pu. Celui qui s'est sacrifié l'aura aussi fait pour son propre intérêt, tandis que, par ailleurs, assassins et malfaiteurs participent aussi, sans le savoir ni le vouloir, à la rationalité positive du monde. Même le marquis de Sade déplorait ceci, que faire le mal pur était impossible, malgré tous les efforts et la virtuosité qu'il a dépensés dans l'entreprise.
Dans ce moment logique de confusion extrême, chacun est forcé, paradoxalement, de se présenter comme pur et échappant à la perversion universelle du monde, tout en prétendant être la voix de l'universel. Et chacun l'est en effet à sa manière, car l'entièreté du monde est reflétée dans chaque être humain. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, et de Mussolini aussi, et de Gandhi. On ne peut se représenter cette totalité effrayante et sublime, absolument incontrôlable. Personne n'est le chef d'orchestre de ce monde cacophonique. Cependant, tout ce qui peut y émerger, et y émerge déjà, de rationnel, ne peut jamais le faire qu'à partir de cette effervescence aveugle, qui est déjà rationalité en devenir, et qui n'est donc pas si aveugle qu'elle le paraît. C'est pourquoi Hegel parle de ruse de la raison. La rationalité du monde se structure en instrumentalisant des actions individuelles qui, de leur point de vue, semblent plutôt motivées par des passions personnelles. Celles-ci ne sont donc pas nécessairement contraires aux intérêts de l'universel. Elles le nourrissent plutôt. Le cours du monde absorbe tout, mais à travers lui, la volonté humaine n'est pas plus contredite qu'exprimée. Le monde humain n'a pas d'autre désir, pas d'autre but qui lui serait ajouté de l'extérieur. Il a sa propre loi, sa propre nécessité, mais celle-ci n'est que le fruit de l'action humaine collective. Elle ne lui est pas imposée par un au-delà inaccessible. Le cours du monde est donc la raison elle-même, la raison qui se cherche. L'irrationalité du monde se révèle alors être l'apparence de la rationalité en devenir. Un degré d'irrationalité est en creux un degré de rationalité. Ce qui paraît irrationnel aux individus est en fait la vérité pure de la raison humaine au niveau collectif et à ce stade précis de son développement. Le réel n'est pas extérieur au rationnel. Le rationnel est l'essence du réel lui-même. Le monde est conflictuel, mais ce conflit est déjà la rationalité en mouvement. La contradiction n'est pas un accident, elle est la structure logique du monde en devenir. Tout ce qui subsiste durablement dans l'histoire porte en soi une rationalité, au moins partielle. Quelque chose qui n'obéit pas à la rationalité finit par disparaître. Inversement, si une chose est rationnelle, si elle obéit à la nécessité, elle ne peut pas ne pas advenir. Si le cours du monde n'obéit pas à la vertu, il n'est pas pour autant neutre ou absurde. Ce règne animal, où l'individu peine à comprendre ce qui se joue, révèle toujours déjà une forme d'unité souterraine. Le défi consiste alors à reconnaître et formuler cette rationalité latente. La raison législatrice. Le sens du monde, le sens du cours du monde, n'est pas encore là, mais il ne peut venir que de lui-même, puisqu'il n'a pas d'extériorité, ce qui signifie que le monde doit se donner son propre sens. Il doit se donner l'unité qui réconciliera les consciences individuelles. On assiste donc à la naissance non plus de la question de la morale subjective, mais de celle de la morale objective, qu'on pourrait appeler la politique, mais au sens le plus large qu'on puisse l'envisager.
et ce serait là encore bien trop réducteur. Dans un vocabulaire un peu plus technique, mais qui permet de mieux faire sentir le gigantisme de l'enjeu, on peut dire que l'être est devenu le devoir-être. Il a cessé de simplement être pour se penser et se construire comme l'être en direction de son sens, en tension avec son contenu rationnel. Puisque le cours du monde ne trouve pas immédiatement son sens, il s'appelle lui-même à sa propre production de sens. Le monde a cessé d'être pour commencer à devoir être. Le monde n'est plus. Le monde doit. Et que doit-il? Et à qui? Le monde se doit à lui-même, puisqu'il n'y a personne d'autre. Non pas de trouver, puisqu'il n'y a pas d'extérieur, mais de produire sa loi, qui est son sens, l'ordre de lui-même. La raison est alors législatrice. La conscience universelle doit se donner à elle-même une réalité collective et concrète qui ramasse la multiplicité dans une unité rationnelle. La raison doit dire ce que doit être la réalité collective, qui devra être reconnue par chacun et dans laquelle chacun devra se reconnaître. Le but est de recréer de façon cette fois volontaire et construite la vie éthique, soit la vie dans laquelle la loi, parce qu'elle est conforme à la raison, semblera légère, voire invisible aux individus qui vivront pleinement dans la réconciliation de l'être et du devoir-être. La loi dont on parle ici dépasse la signification du mot tel qu'on l'entend dans le langage courant. Elle est davantage que le strict cadre légal et juridique. Elle embrasse et engage la totalité de la vie. La famille, les institutions, les mœurs, les coutumes, la culture, la société civile, la langue, etc. C'est tout cet ensemble qui est questionné lorsque le monde cherche à se structurer de manière rationnelle. La loi n'est donc pas ici une simple série d'énoncés prescriptifs. Elle est bien plus généralement et ontologiquement l'être lui-même tout entier, mais regardé comme étant maintenant le devoir-être. Lorsque Kant pose sa célèbre question « Que dois-je faire ?» il n'interroge pas un greffier de justice, ni un obscur manager, mais la raison universelle elle-même. La loi permet, en somme, de restaurer ce qui s'est perdu quand la vertu s'est fondue dans le cours du monde. Si le bien est possible, c'est à travers la loi qui, parce qu'elle ramasse en elle toutes les vertus, toutes les consciences individuelles, a peut-être une chance de les réconcilier, ou au moins de réduire leur antagonisme. Mais cette mystérieuse loi, comment la poser et quel est son contenu? Dans un premier temps, la loi est posée de manière abstraite et immédiate. Elle pose le principe d'un devoir universel, absolu, mais seulement formel. Hegel fait justement ici référence à Kant. Celui-ci a le mérite de poser clairement la loi comme étant une production de la raison elle-même, qui ne trouve pas sa source dans une circonstance particulière, dans une habitude ou une superstition. Elle doit être l'expression même de la raison qui s'effectue, afin de faire totalement autorité. Cependant,
Il s'agit là d'abord d'un impératif catégorique qui n'est que l'universel, un tu dois magistral et parfait, mais qui survole la vie terrestre et ses chemins tortueux, ses situations de crise, ses dilemmes cornéliens. Elle fixe un idéal de pureté intenable, inaccessible, transcendantal. Kant associe d'ailleurs la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de moi. On a là un bel aperçu de la distance qui sépare les deux pôles de la contradiction. On a donc affaire à un universel qui, parce qu'il n'est que l'universel abstrait, est en réalité le contraire même de l'universel, soit la singularité pure d'une loi si exigeante qu'elle n'est en fait partagée par personne. La loi est alors ici comme une nouvelle version de l'immuable ou du cours du monde. Elle se dresse comme une autre réalité, implacable, qui domine les individus et les accable plutôt que de les réconcilier. La raison, ainsi, ne peut pas être seulement législatrice et poser la loi comme un démiurge, elle doit descendre de son piédestal et, plus humblement et laborieusement, juger de la pertinence de la loi, c'est-à-dire la confronter au réel, la conjuguer avec les circonstances. Elle doit prouver son efficacité, son effectivité, dans ses résultats concret. La raison vérificatrice des lois. Nous venons de voir la loi, posée comme une subjectivité abstraite, se retourner en une objectivité concrète. Ce qui est désormais considéré, c'est la loi à travers ses effets sur le réel. La raison approfondit son rapport à la loi. Celle-ci ne peut pas se poser une fois pour toutes, elle doit sans cesse se vérifier. Voyons cela. La loi doit vérifier qu'elle joue bien son rôle de liant entre les individus et le collectif. Elle doit vérifier sa propre effectivité. Elle doit se remettre en question, s'adapter, évoluer, surmonter les difficultés posées par sa propre nécessité. Elle doit s'incarner dans le tissu social pour devenir la transformation du monde. La loi prouve son effectivité précisément lorsqu'elle n'apparaît plus comme un à côté ou un au-dessus, mais qu'elle est au contraire vécue par chaque conscience comme étant l'ordre rationnel du monde lui-même, tout comme c'était le cas dans la vie éthique, où, pour la conscience, la loi était simplement la vie. On voit bien par exemple comment, pour l'immense majorité des gens et dans la plupart des sociétés, l'interdiction du meurtre n'est pas ressentie comme une scandaleuse privation de liberté qui pèse sur tout un chacun. Au contraire, nous avons tellement intégré et reconnu cette loi comme étant logique et rationnelle que nous n'y pensons plus que lorsque quelqu'un la viole. Toutefois, après l'approche unilatérale et abstraite de la raison législatrice, nous n'avons affaire là qu'à l'autre approche unilatérale et abstraite qui lui fait face. En effet, la loi ne saurait être pleinement vérifiée à partir de cette démarche seule. On suspecte ici la loi de ne pas être l'expression de l'universel, ce qui revient à dire qu'elle n'est que l'expression d'un rapport de force contingent, comme un nouveau règne animal, cette fois au sein du débat législatif, mais toujours aussi dépourvu de sens réel, puisque considéré d'emblée comme autre que l'universel. La loi
n'est alors en fait jamais vérifiée au sens plein, car elle n'est au fond ici que critiquée. Elle est toujours considérée par la conscience comme extérieure à elle. Pour elle, la loi vient d'en haut, ou d'ailleurs, elle est affaire de politicard. Plutôt, dans la conscience agissante, la loi du cœur disait que le monde est méchant. Ici, dans la raison vérificatrice, la conscience dit que la loi est inadéquate. C'est un degré supplémentaire de maturité, mais la conscience continue ici de se placer sur un plan d'extériorité. Elle considère que la loi vient d'autrui et que son rôle à elle n'est que de critiquer. C'est pourquoi, tout comme la raison législatrice a dû redescendre de sa prétention à l'universel pour se confronter au jugement terrestre de la conscience vérificatrice, cette dernière doit à son tour reconnaître que la critique seule, qui remet en question la légitimité de la loi, va aussi saper par là son propre fondement. La critique appelle la critique, et la loi ne peut alors plus jamais se fixer, ni revendiquer à nouveau une légitimité totale. Une fois qu'on a coupé la tête du roi, on ne peut plus jamais croire qu'il est de droit divin. De même, une fois la loi questionnée, on ne peut plus la réaffirmer d'une façon telle qu'on ne pourrait plus jamais douter. D'où la nostalgie de la vie éthique, pré-réflexive, qui prend maintenant les attraits d'un paradis perdu. La loi devient alors un état des choses éternellement discutable, sans aucun point d'appui ontologique stable, sans aucun centre. Nous venons de passer les deux moments abstraits du devoir-être. Le moment de l'universel, qui est bel et bien la loi pure mais sans contenu, et le moment inverse où tout le contenu est présent mais coupé de l'universel et donc sans légitimité. Le moment est alors nécessaire de la synthèse, où la conscience réconcilie l'être et le devoir-être en les présentant comme une unité en devenir. Elle ne les oppose plus comme deux entités ontologiquement étrangères l'une à l'autre, mais au contraire, elle les conçoit comme étant nécessairement un seul et unique processus de réconciliation. L'être et le devoir-être sont en tension, mais au sein d'une unité que la conscience reconnaît être la sienne. La conscience n'envisage plus la loi comme une réalité extérieure, mais comme son propre être en devenir. Elle se reconnaît dans la loi, non parce qu'elle serait parfaite, ni même bonne, mais parce qu'elle ne peut ni espérer, ni craindre une autre légitimité que la sienne propre. Il n'y a aucun troisième terme qui, venant de l'extérieur, viendrait se glisser entre l'être et le devoir-être pour y jouer un rôle quelconque. Ce qui est doit être. L'être, c'est le devoir-être lui-même, à un certain stade de son développement. La conscience malheureuse s'était réconciliée avec l'immuable pour devenir la raison. La conscience vertueuse s'était réconciliée avec le cours du monde pour devenir la conscience effective. Ici, la conscience vérificatrice des lois se reconnaît comme étant aussi législatrice. La raison devient en soi et pour soi quand elle comprend qu'elle est l'entièreté du processus dans lequel toutes les figures se ramassent et s'organisent sans qu'aucune forme d'extériorité ne puisse menacer son unité, qui est toujours déjà là.
l'unité reste problématique, la tension entre l'être et le devoir-être persiste, mais la conscience reconnaît cette tension comme étant la sienne, comme étant son propre devenir, sa propre quête de résolution interne, sa propre responsabilité, mais aussi sa propre liberté qui s'affirme en permanence. Pour le dire simplement, la conscience réalise qu'elle est condamnée à faire évoluer une loi relative, jamais parfaite, mais la positivité de ceci est alors qu'elle n'a jamais affaire qu'à sa propre loi, ce qui signifie qu'elle est ontologiquement légitime à poser elle-même l'universel et à dire ce qui doit être. La loi est immanente, vivante, auto-fondée, toujours en auto-révision, et c'est cela qui rend possible l'histoire. La conscience assume son pouvoir d'action et assume les erreurs comme étant les siennes. La contradiction au sein de la société peut résider dans l'opposition entre plusieurs classes, ou bien entre un dictateur et l'ensemble de ses sujets, ou même dans un retour au règne animal, dans le cas d'une crise très grave de type effondrement ou décadence. Mais peu importe ici, ce qui nous intéresse est seulement la structure logique de toute société. La conscience reconnaît la loi comme étant la sienne, et le rapport entre l'être et le devoir-être est redéfini. Il ne saurait plus être déchirement ontologique absolu, mais uniquement tension interne à l'unité, ou même simplement unité en devenir, unité qui se cherche. La synthèse dialectique face à la loi n'est donc pas l'obéissance unilatérale et aveugle, ni la seule critique unilatérale et gratuite, mais la reconnaissance dialectique et vivante. La conscience se reconnaît dans la loi comme étant la raison incarnée à son époque, malgré toutes ses contradictions. Sur le plan pratique, on peut en déduire ceci. Au sein de la société, l'action est toujours possible, ainsi que toujours nécessaire. La victoire ou le progrès, tout comme l'échec ou le déclin, ne sont jamais ni certains ni définitifs. Ajoutons aussi ce deuxième point. Il faut reconnaître le rationnel à l'œuvre dans la société actuelle, et même s'il est légitime de la critiquer par la raison examinatrice des lois, il est également nécessaire d'accepter ce qu'elle est. C'est là le passage par le cours du monde. D'une part, parce que nous ne pouvons vouloir améliorer que ce que nous aimons déjà, et d'autre part, parce que prendre la société telle qu'elle, c'est là le seul véritable point de départ, le seul point d'appui de l'action concrète. Prétendre court-circuiter cette exigence, c'est s'en tenir aux jugements moraux qui survolent le monde sans le toucher, sans l'affecter autrement qu'en obscurcissant le ciel de leur trafic intempestif. Pour finir, nous voyons la conscience individuelle et la conscience universelle enfin unifiées dans un tout concret et vivant. Ça n'est plus la loi qui dicte à la conscience sa manière d'agir, c'est la conscience elle-même qui se reconnaît dans la loi vivante qu'elle confesse avoir elle-même posée et qu'elle actualise en permanence. C'est à ce moment que la raison pleinement constituée se comprend non plus comme simple faculté, mais comme la substance même de la réalité, totalisante et unique, en laquelle se compénètrent toutes les formes de pensée et d'activités humaines. Le sujet universel est constitué. Il est son propre objet
est le lieu de sa propre transformation, ainsi que sa propre finalité en cours de révélation. Conclusion. La raison est maintenant en soi et pour soi. Elle est une totalité complète, vivante, qui ne doit rien à personne si ce n'est à elle-même. Elle est la conscience universelle qui se doit seulement d'incarner la raison, c'est-à-dire de produire sans cesse et autant que possible la clarification et l'actualisation de son contenu, dans le but de résoudre ses contradictions internes. En elle, l'être et la pensée cherchent à se télescoper pour annuler leurs différences. C'est alors à chaque conscience individuelle de faire vivre cette unité en dirigeant son action vers elle. La raison, on l'a vu, n'est pas au service de l'individu capricieux et pressé. Elle est le moyen et le but de celui qui croit en elle, du verbe croire, et qui croit en elle, du verbe croître, et ce, dans la mesure exacte où il parvient à comprendre les limites de l'observation, à réfréner la tyrannie du plaisir, à détromper sa propre naïveté, à démasquer sa propre duplicité, etc. Toutes les figures parcourues continuent de vivre au centre de ce tout organique. Et, rappelons-le, Hegel ne les dénigre pas, mais les constate. Il n'est aucunement, par exemple, contre le plaisir, contre la vertu ou contre la psychologie. Il montre comment chacune d'entre elles n'est que la partie d'un tout structuré et qu'aucune d'entre elles ne saurait, à elle seule, incarner l'absolu. Pour la conscience individuelle, enfin rationnelle, le monde n'est plus étranger, froid, hostile ou même dépourvu de sens. Tous les problèmes, ainsi que toutes les solutions, lui sont internes, tout comme son sens lui est immanent. Elle voit dans ce monde, qui est son monde, le résultat de son action, de son être, sous de nombreuses formes, des plus directes aux plus indirectes. Comme l'enfant qui jette des pierres dans l'eau jouit de voir se former à la surface des cercles concentriques qui sont les siens, l'adulte voit dans le monde les fruits de ses gestes, souvent plus lents et laborieux, mais plus effectifs que sont le travail, la famille, la culture, le combat, ou toute autre forme de participation à la vie collective. Pour la raison en soi et pour soi, il n'y a plus d'extériorité pure et menaçante, toute altérité est maintenant ramassée en elle, elle est son altérité intérieure avec laquelle un dialogue est engagé. Elle est comme un organisme complet et pose alors sa finalité, qui se révèle comme une nécessité cachée. La raison en soi et pour soi est alors le point de départ de l'esprit, qui est son développement à travers l'histoire. Celle-ci n'est pas une collection hétéroclite d'événements et de drames, un entassement de destins éclectiques, mais l'expression de la raison en mouvement qui cherche à se réaliser pleinement. L'esprit, objet de la section suivante de la phénoménologie de l'esprit, est à la fois la condition de possibilité et la finalité de la raison. Par là, il est aussi la clé de compréhension de tout le processus, qui révèle progressivement sa nécessité cachée. L'esprit est la vérité de la raison, un nouvel étage du concept qui devra présenter sa propre série de figures.
la conscience individuelle est fixée dans une époque donnée. Les conditions historiques et sociales trouvées par elle, à son arrivée dans le monde, ne viennent pas de nulle part, et celles qu'elle abandonnera à sa mort ne s'éteindront pas avec elle. L'histoire continue, et la raison n'est plus alors en jeu d'individus, mais de peuples et d'espèces. S'en remettre à l'histoire et se resituer au sein de son immensité n'est pourtant pas une sanction d'insignifiance. Ce n'est pas se désoler d'être petit et limité, c'est au contraire se réjouir de se savoir entièrement et toujours déjà intégré à la totalité. La limite, loin d'être négative unilatéralement, est ce qui permet et garantit l'appartenance à ce tout indivisible et infini de l'être, dans la mesure, cependant, et seulement, où l'on parvient et consent à s'y reconnaître.